chouettes tous ces bateaux. Et alors, tu vois, ça c'est déjà Comines. Bonjour, bienvenue dans Les Ambassadeurs. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à Comines. Alors Jean-Philippe, je voulais t'amener sur ce pont frontière entre la France qui est devant nous, la Belgique derrière nous, et particularité, on est à côté de la Flandre. Ah, mais on est en Wallonie. On est en Wallonie. Tu vois que c'est un terroir assez riche qui devrait t'inspirer. Tu sais déjà ce que tu vas nous cuisiner? Oui, ça m'inspire beaucoup, cette région. On est au pays du houblon, donc il y aura de la bière, tu t'en doutes. Je m'en doute. Mais le houblon, ça se cuisine également. Alors ça, je te fais une petite surprise, ça devrait te plaire. Alors, tu sais de quel côté tu vas? France ou Belgique? Alors, je fais côté belge. Je t'envoie l'adresse de l'apéro. Par contre, je te donne un défi. Tu me ramènes un produit, ça va? Ok, je te ramène ça, je vais côté France. D'un côté, Comines France. De l'autre, Comines Belgique. L'image est singulière, tout comme la situation géographique de la commune. Comines-Warneton, incluse dans la province de Hainaut, forme une véritable enclave wallonne en Flandre. C'est l'industrie rubanière qui lui donne son surnom de capitale mondiale du ruban. Guy Lemaire nous fera découvrir l'incontournable musée de la rubannerie, situé non loin de la Lys. La Lys, qui avec les lieux de mémoire dédiés à la Grande Guerre, signe les paysages de la région. Guy, qui enfilera aussi sa tenue de skieur à Ice Mountain, la tout aussi incontournable attraction de Comines. Armel, quant à elle, testera la soufflerie indoor. Quant à Jean-Phi, il met cette semaine à l'honneur un produit rare et méconnu, le jet de houblon. C'est au cœur de Comines France qu'Armel a fixé son premier rendez-vous. Bonjour Annie. Bonjour. Mais je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, je peux vous donner l'embrasser vous. Ah voilà. Alors, c'est amusant parce que vous êtes guide à l'Office du tourisme de Comines, Oui. Belgique, et nous nous retrouvons côté français, toujours à Comines. Mais oui, mais les deux communes sont tellement voisines, vous savez. J'allais vous poser la question de savoir si c'était une grande ville qui s'était fait couper en deux, ou bien si elle s'était développée de part et d'autre de la frontière avec le même nom. Ah, ben, c'est un peu tout ça en fait. C'est un peu d'histoire qu'il faut raconter. En fait, les deux communes ont vécu ensemble pendant des siècles. Et puis, un beau jour ou un mauvais jour, qu'est-ce qui s'est passé? Des guerres et un traité, le traité d'Utrecht, 1713. Et Comines s'est retrouvée séparée en deux parties. Pourquoi? Parce que la Lys est devenue, en fait, la frontière. C'est ça. Donc la commune de Comines est devenue deux entités séparées par une rivière, la Lys. C'est Oui, bien ça. c'est cela. Enfin, disons, il y a tellement de choses en commun malgré cette séparation. Mais vous vous sentez belge ou française? Moi, je suis belge, donc mon cœur est vraiment en Belgique. Mais quelque part, mes pas m'amènent souvent comme une France. On est devant cet édifice absolument remarquable. Oui, c'est Qu'est-ce que c'est? vraiment magnifique. Ça, c'est l'église Saint-Chrysole. Donc, vous voyez, c'est quand même une architecture très particulière. Oui, je m'en Avec rappelle. ce côté, cet aspect byzantin. C'est vrai que les architectes à l'époque avaient cette inspiration orientale avec des mosaïques et aussi, il faut le dire, c'est une des premières églises aussi à avoir été construite avec beaucoup de béton. Donc, grâce à cet emploi du béton, on pouvait, disons, augmenter les volumes. Et quand on voit les verrières qui sont là, on comprend tout de suite que c'est grâce, en fait, à la combinaison de béton et de briques qu'on arrive à de tels volumes et à une telle splendeur. Donc, les premiers projets, ça date de 1922, donc après la Première Guerre mondiale, mais elle ne sera tout à fait terminée qu'en 1938. Et sur la place, il y a un autre édifice remarquable, il paraît plus ancien. Oui, c'est le beffroi en fait. Et ce beffroi, bon, il a été reconstruit évidemment après la Première Guerre mondiale, parce que tout a été détruit ici. Et initialement, le beffroi se trouvait à la place du campanile, donc du clocher de l'église actuelle. Donc toute la place a été restructurée. Et donc ce beffroi aussi, il se rattache à une tradition plutôt de folklore local également, puisque vous voyez la mairie de Comines France se trouve juste à côté. Et disons, des fenêtres de la mairie, on jette, devinez, des louches. Des louches? Oui. De vraies louches? Mais c'est dangereux. De vraies louches en bois. Et ça, c'est lié en fait à une légende, à une tradition locale, d'ailleurs qui est reprise chaque année le deuxième dimanche d'octobre, c'est la fête des louches. C'est un cortège en fait. C'est ça que j'ai entendu quelqu'un du coin, puisqu'on est en Wallonie, à l'ouest du pays, me dire par ici tout le monde est à l'ouest. Je comprends mieux. Alors, si vous êtes d'accord Avec les coups de touche peut-être. si vous êtes d'accord, comme ma voiture est toute proche, je peux vous emmener avec moi? Et c'est à Warneton, en bordure de Lys,
qu'Annie a choisi d'emmener Armel. La radio ne vous gêne pas si je mets un petit peu de musique? Non, absolument pas. Bonjour à tous et bienvenue sur Libellule FM, Ah, votre radio. bah, dites, c'est Radio Libellule. C'est Radio Libellus? Ah oui, oui, oui. C'est la radio locale? Oui, c'est une radio associative, vraiment géniale. Elle fonctionne avec des bénévoles, dont je fais partie. Et qu'est-ce que vous racontez alors? Oh, les événements locaux, bon, il y a de la musique, enfin, vous savez, c'est animé vraiment par des passionnés, il y a un peu de tout. Mais c'est vraiment du local. Ça, c'est le reflet, c'est ça, de de la vie locale. oui. Alors, je vois cette lisse que vous avez évoquée tout à l'heure. Il Oui. y a encore une cheminée là, d'un Ah site oui, industriel. ah oui. J'imagine que cette rivière, comme souvent, a été vecteur d'économie dans la région. Tout à fait, hein, parce que là, la cheminée que vous évoquez, c'est l'industrie rubanière, en fait, toujours active sur Comines France. Alors, on fabrique encore des rubans à Comines. Oui, tout à fait, encore des milliers de mètres de ruban chaque année. Donc, vous voyez, le ruban, c'est pas du tout démodé. Cette industrie rubanière se situe côté français, de l'autre côté de la Lys. Pour être tout à fait précis, c'est l'ancien bras de la Lys qui constitue la frontière naturelle entre la France et la Belgique. Pour mieux comprendre encore l'importance de la rivière dans la région, prenons la direction de Ploegstert, autre village de la cité cominoise. Tous les gens qui sont originaires ici de Comines-Warneton sont les enfants de la Lys. Tout ce que vous voyez autour de vous a quelque chose à voir, que ce soit en lien direct ou en lien indirect avec la Lys. Au passage, je vais vous faire remarquer des parades des rébupés qui sont là-bas. Regardez la collerette qui est complètement développée. Et c'est à cause de cette collerette de plumes qu'ils ont payé un si lourd tribut parce qu'on les tirait rien que pour récupérer ces plumes pour mettre sur les chapeaux. Quand les Anglais ont commencé à protéger cette espèce, il restait en Angleterre 24 couples. Ici, nous sommes dans la réserve naturelle et ornithologique de Ploegstert. Alors, naturelle. Elle a été creusée par l'homme parce qu'ils avaient besoin des éléments de cette terre pour faire les briques. Ensuite, on ne savait pas quoi faire avec ces trous d'exploitation. Et la briqueterie a demandé à ce qu'une partie soit réservée pour la pêche et une autre partie devienne une zone naturelle. Et nous sommes un tas de bénévoles à essayer d'aider cette industrie à pouvoir laisser la nature revenir à son rythme dans tous ces trous. Le rapport avec la Lys, c'est que tout ce qu'on extrait ici pour faire de la brique, c'est-à-dire de l'argile et des limons, ça a été déposé ici par la Lys. La Lys qui se trouve maintenant à presque 2 km d'ici, eh bien, avait à un moment donné une vallée glaciaire qui faisait plus de 2 à 4 km de largeur. Ici, je vous emmène à l'observatoire, un des 2 observatoires qu'il y a sur le site. C'est celui qui est vraiment au ras de l'eau. Là-bas, on a aussi des cormorans, des grands cormorans qui sont posés. Ceux qui ont le ventre blanc sont des jeunes qui sont nés l'année passée. On ne sait pas être autrement que d'être amoureux de cette liste, puisque c'est elle qui nous a donné tout ce qu'on peut admirer ici autour de nous. Et donc, c'est elle qui va façonner notre vie, qui va faire en sorte qu'on peut avoir des vallées avec les contacts. Et malheureusement, c'est l'homme qui a décidé d'en faire une frontière. Parce que j'ai autant d'affinités avec les gens qui habitent de l'autre côté de la Lys et qui se retrouvent en France que j'en aurais avec un autre Wallon qui se trouve du côté de Liège. Donc on a autant d'affinités et pourtant on nous a mis cette frontière. Pas très loin de là, retrouvons Armel et Annie. Là, on roule toujours dans la direction de Warneton. Oui. Et on associe souvent Comines-Warneton. Pour Oui. quelle raison? Ah, ça c'est une raison un peu politique, je vais le dire ainsi, mais qui est à la fois historique en même temps. Avec la fusion des communes, donc là on remonte en 1977, donc là il y a 5 communes qui vont fusionner, dont 2 importantes communes, qui est la plus peuplée, Oui. et Warneton, dont le passé est le plus riche, je vais le dire comme cela, et qui avait le statut de ville déjà depuis le XIIIe siècle.
Et donc, On a finalement, tranché, on a tranché. Voilà, une solution politique et on s'est dit, allons, on s'arrête. On arrête la chamaille et ça sera Commine Warneton. Et voilà pourquoi nous avons ce beau nom à rallonge. Ah, la voilà, la cathédrale de la Lys. Oui, la voilà, notre église Saint-Pierre-Saint-Paul de Warneton. Cette église doit son surnom de cathédrale de la Lys à ses dimensions imposantes. Elle est impressionnante. Ah bah oui, hein, on y est, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit que vous alliez être impressionnés. Warneton peut en effet se targuer d'un riche passé. La ville était jadis une châtellenie, comptant une église, un château et une abbaye qui subsista jusqu'à la Révolution française. L'église actuelle est bâtie en partie à l'emplacement de cette ancienne abbaye. Et alors, qu'est-ce que c'est ceci? Vous avez la statue des Munch en fait, hein, qui a été réalisée par un artiste local qui d'habitude travaille le marbre, mais ici on a une pierre calcaire plutôt. Alors les Munch, le petit Munch, en fait ça veut dire moine, parce que Warneton est la cité des Munch. Alors le grand moine que vous voyez là, il tend une orange au petit enfant, parce que dans la tradition, on suivait les coutumes de Saint-Nicolas d'Arouès, donc à la fête de Saint-Nicolas, on venait donner des friandises à la population et notamment aux enfants. Et si on s'approchait un peu, regardait un peu les visages. Ah, ils n'ont pas de visage. Eh bien non, ils n'ont pas de visage parce qu'en fait, peut-être que le moine adulte, c'est vous et l'enfant, c'est moi. Mais c'est vous qui êtes généreuse avec moi. Mais ils incarnent le folklore local. Ah oui, tout à fait. Hein. Ça, c'est la fête des Mouches. C'est une tradition qui se passe le samedi soir. C'est une fête nocturne, un cortège avec des chars. La fête des Mouches, qui se déroule le premier samedi du mois de décembre, est l'un des événements phares du folklore cominois. Je vous siège. Voilà, venez. Magnifique église, hein, vous voyez. Art déco. Ah oui, voilà, hein, partout ces motifs géométriques. Et puis aussi, encore une fois, cette inspiration byzantine que l'on retrouve après la Première Guerre mondiale. Parce qu'il faut vous imaginer cette église totalement en ruine. Déjà en 1915, le clocher est déjà atteint. Et puis après, bien sûr, avec les bombardements qui vont se succéder, donc c'est un champ de ruines ici. Et donc la reconstruction va débuter. 3 architectes vont unir leurs forces pour construire et décorer cette église. Et alors nous sommes bientôt là, vous voyez, sous un magnifique lustre, hein, parce que vous voyez, il est quand même impressionnant. Et là, on est avec une masse qui fait 1 tonne. Mais c'est pas possible. Oui, 1 tonne. et qui a été réalisée par un artisan local en fait. Et puis à nouveau, l'utilisation, je vois, du béton sur les voûtes et de la brique. Tout à fait. Et là, vous voyez aussi cette brique de couleur plutôt jaunâtre, hein, ocre, qui est quand même pas la brique locale, comme vous le constatez, puisque la brique locale est rouge. Alors je vois qu'il y a des tas de... Ce sont des carrelages, ça. Ce sont des grès en fait, c'est la céramique flammée, c'est donc une double cuisson. Et vous voyez tous ces motifs, hein, qui évoquent encore une fois l'art déco et ses couleurs aussi. Et si vous regardez l'autel principal, vous retrouvez ces 2 couleurs. Donc le rouge pour la passion du Christ, le vert pour l'espérance. Il y a toute une symbolique de couleurs autour de ces céramiques flammées. Je ne me lasse pas de toutes ces découvertes à vos côtés, Annie. Je dois rejoindre Jean-Phi qui nous prépare un apéritif. Je comprends. Et je vous propose de vous joindre à nous un petit peu plus tard pour sa dégustation. Oh, bien On fait volontiers, comme ça. bien Allez, volontiers. à tout à l'heure. Annie. Merci. L'apéro se prendra au centre de Comines. Et pour ce moment de convivialité, Jean-Phi a choisi un bistrot typiquement cominois. Bonjour. Bonjour. Je suis attendu, on dirait. Bonjour Thérèse. Bonjour Jean-Philippe, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Mais voilà, je suis au bon endroit. On parle de ce café depuis. C'est connu, vous êtes connu comme Ah, je suis. comme un Vessou, on dit. Qu'est-ce que ça veut dire à Montmorel? Parce que Ça veut dire chez Morel. C'est D'accord. le café de mon grand-père. Et Morel, c'était mon grand-père. Ok, d'accord. Donc à Montmorel, chez Montmorel, d'accord. Ça date de quelle année ça? Parce qu'on voit que c'est déjà. Ici, c'est un depuis petit temps. 1920. Mon D'accord. grand-père a eu son registre de commerce en 1901. Ah ouais.
mais donc, il y a déjà eu beaucoup d'histoires qui sont Il y a passées. beaucoup d'histoires. Les murs parlent pas, mais je pourrais en raconter beaucoup. Ouais. Je vois que vous avez pas mal de sortes de bières. C'est votre spécialité, la bière? Oui, il y a que ça. Il y a que de la bière. Des jus de fruits, j'en ai pas beaucoup. Et en bière régionale, qu'est-ce que vous avez? Ben, déjà la bâtisse, la D'accord. mouche, la queue de charrue. Ah, sympa. Oui, mais j'en ai d'autres aussi, 80 sortes, 80 sortes de bières. Ah, ouais. sans les piles. Je peux me permettre de Allez, d'être près de vous? bien sûr. Parce que d'habitude, on dit c'est tournée générale quand on rentre dans le comptoir. Ah. Hein. On faudrait pas... Bon, on va préparer tout ça. Hein. Armel ne devrait pas tarder. Vous connaissez le pâté du Marmouzet, alors? Vous allez goûter, vous allez voir, il est très très bon. C'est dans les rues commerçantes du centre de Comines qu'Armel espère bien dégoter un produit de bouche pour l'apéro. Ah, le texto de Jean-Phi. Ah ben voilà, rendez-vous Montmorel. Bon, mais il n'a pas l'air de s'ennuyer. Et pendant ce temps-là, en voici un qui semble bien parti pour une descente à ski. Biakin, maison de tourtereuse. Rigolo ça. Bonjour. Bonjour. J'ai vu les poupées russes dehors. Ça m'a intriguée. Je rentre, vous voir, vous êtes russe? Moi non. Moi, oui. Ah, vous êtes russe? Oui, je viens de Saint-Pétersbourg. Quelle ville superbe. Oui. Я не говорю по-русски, я говорю по-французски. Ничего страшного. Будем говорить по-французски. On va parler français. Non, non, mais voilà, il fallait que je les place. Hein. J'ai Évidemment. 3 phrases en russe que Évidemment. je connais. Magnifique ça. Et quel est votre petit nom? Slava. Ah, Slava, c'est ravissant. Alors, qu'est-ce qu'un Belge ou Français? Parce qu'ici, on ne sait Moi, jamais. je suis français, mais je vis en Belgique depuis un petit moment. D'accord, alors qu'est-ce qu'un Français fait avec une Russe à Comines? Si je peux me permettre. Hein. Vous pouvez vous permettre. Nous, déjà, c'est l'histoire d'une rencontre. On s'est rencontrés Elle est bizarre. à Ah, Ibiza. Ibiza, comme quoi. En le chemin le plus court pour nous vivre ensemble, effectivement, c'était d'ouvrir un commerce tous les deux. Et c'était où je partais en Russie, où elle venait chez nous. Et finalement, c'est elle qui a pris la décision de venir ici. Quelle bonne idée. Alors, effectivement, j'ai eu la chance de vivre quelques mois à Saint-Pétersbourg. On sent toute la Russie à travers votre joli commerce. Et alors, mais par contre, il y a une chose qui m'intrigue, c'est Koulebiak, Koulebiakin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, koulibiak, c'est une tourte fermée, faite avec une pâte briochée, et à l'intérieur, sous forme de farce, il y a le repas complet. Donc, les farces, elles sont séparées par les fines crêpes au parmesan, et c'est juste délicieux. Vous m'en préparez 2? Oui, je vais vous préparer ça. Et alors, il m'a demandé de le rejoindre à Montmorel, ça vous dit quelque chose? À Montmorel, forcément que ça nous parle. On habite ici, nous, madame. C'est sympa? C'est super. Bon, vous m'accompagnez un plié? Oh, Bien sûr. Eh ben, il va être content, Jean-Philippe. Ah bah, je pense qu'il va adorer. Hein. Allez, vous savez, on sortirait des bières, peut-être. Ah, si vous voulez. Que de charnu, ce serait bien. Hein. Oui, mais il n'y en a pas ici, je vais aller de l'autre côté. Alors, on cherche. Ah, mais j'ai trouvé mon verre. Voilà. C'est Versi. Et voilà, Armel, nous y sommes. À Montmorel. Ah, Montmorel. Allez, je passe devant vous. Allez. Bonjour, bonjour. Bonjour. Surprise. Bonjour. Tu m'as demandé de te trouver une mise en bouche. Ah, bah, J'ai trouvé les invités. Voilà. Slava, Antoine, on vient de faire connaissance. Bonjour. Je Jean-Philippe. présente Thérèse, hein, qui est la On est maîtresse des donc lieux. chez Thérèse. Voilà. Bonjour Thérèse. Bonjour, Armel. Thérèse, merci de nous accueillir. On est bien chez vous. Hein. J'espère bien. Alors, regarde ces tourtes, Jean-Philippe. C'est une pure merveille. Ce sont des koulebiak. C'est bien ça. C'est hein. ça, oui. D'où le nom de votre maison, Koulebiakin. Alors, c'est Slava qui les fait de ces blancs chemins. Alors, c'est lequel, celui-ci, Alors là, on Slava? a fait un petit koulibiak à la viande hachée de notre boucher qui fait du très bon pâté également. C'est de là que vient le pâté, d'ailleurs. Voilà. Bon, moi, je vous dis, je résiste pas. Merci beaucoup. Cette tourte, Slava, c'est une pure merveille. C'est étonnant parce que elle a l'air un peu... ça a l'air d'être un produit sec de l'extérieur, puisque la pâte est tout à fait opaque, la croûte, et c'est d'un moelleux à l'intérieur, C'est avec un content. mélange C'est ça. de goût et de parfum, c'est une merveille. Merci, merci ravi que ça Ah, vous plaise. ça Bien bien. fait. Et alors ce pâté, qu'est-ce que c'est, Jean-Philippe? Alors, le pâté, ben, c'est une spécialité de Comines également, c'est le pâté des Marmouzets. Et alors, la viande marinée dans la bière, dans la bâtisse, qui est une bière aussi de la région. Et alors tu nous fais boire quoi, là, Jean-Philippe? La queue de charrue. La queue de charrue. Pluxter, j'arrive à le dire. C'est un des villages de l'entité, ça, Pluxter. C'est ça, voilà. Incroyable, ça. On est en train de boire une bière championne du monde, ou d'Europe. D'Europe, c'est déjà pas mal. Allez, Ouais, c'est vraiment mal, hein. on sait vivre à Comines. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'une Russe échouée en Belgique, pardon,
Ah oui, non, là. Oh là 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 là. Ravager, par son pays. Est-ce qu'une Russe aime la bière quand elle vit en Belgique? J'apprécie une bonne bière, ça c'est vrai. Mais en Russie, les Russes, ils adorent la bière. Il y a beaucoup de bières russes. Et il y a beaucoup de bières belges en Russie aussi qu'on peut Ça, trouver c'est maintenant. Ah, Donc, formidable, voilà. ça. Et même, D'ailleurs, vous pouvez trouver la queue de charrue à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. C'est une chance pour les Belges, c'est qu'on peut voyager partout dans le monde et trouver de bière C'est vrai. dans les bons établissements. Et donc la queue de charrue se trouve à Saint-Pétersbourg. Oui, oui. Incroyable. Est-ce qu'on vous trouve, je me posais la question, est-ce qu'on vous trouve sur Facebook? Évidemment. Pour les biaquines. Oui, maison de Tourtelette. Et vous Thérèse, vous êtes sur Facebook? Non. Je suis encore à l'ancienne, moi. Moi, en faisant mes recherches, en arrivant à Comines, je me suis dit, ok, il y a ça à faire, à voir, mais je voudrais trouver quelque chose de plus d'extraordinaire. Est-ce que tu as déjà vu Ice Mountain? Non. Alors, il faut absolument aller là-bas. Pour la petite anecdote, un jour, dans un hôtel à Saint-Pétersbourg, j'étais en panne de batterie de téléphone et je demandais un chargeur aux gens qui étaient dans le hall de l'hôtel. C'était des Indiens et ils m'ont demandé d'où je venais. Je leur ai dit de Belgique et ils m'ont dit on fait du ski en Belgique. Et je leur ai demandé où ça et ils m'ont dit Comines. Incroyable. Bon, t'as tes bottines alors, on va aller skier. Moi, je ne skie pas. Bon, dommage. Je vais cuisiner Je d'abord. propose de lever notre verre Allez, à cette terre de Comines. Nasdaq. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises à Comines, car c'est à ski et en vol que vous retrouverez Guy Lemaire et Armel. Guy qui vous emmènera aussi au musée de la rubannerie. Quant à Jean-Phi, c'est un produit rare et cher qu'il vous fera découvrir, le jet de houblon. A tout de suite. Dans un monde qui change, passez à la simplicité. Utilisez Easy Banking App en toute sécurité, où que vous soyez. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. La gastronomie a été un truc de vieux. C'était, je pense, l'endroit où on mangeait le moins bien au monde. Et là, je me suis pris un pied monstrueux à manger ça. J'aime bien manger, mais j'en fais pas tout un plat. Salatou. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. Nous voici de retour à Comines, où comme promis, Guy Lemaire d'abord et Armel ensuite vont tester les joies d'Ice Mountain, l'une des attractions les plus touristiques de la commune. Ben voilà, il paraît que le ski, c'est comme le vélo, le piano, ça ne s'oublie jamais tout à fait. Alors rien de tel pour se remettre en jambe, une petite descente ici à l'Ice Mountain Adventure Park à Comines. Ça fait quand même 210 mètres de piste. Là. Il y a 20 ans que c'est ouvert. C'est pas la première fois que je viens, tout compte fait 400 000 visiteurs par an. Et puis c'est le chemin le plus droit pour aller au musée de la rubannerie. Mais je pense aussi que, ah bah oui, Armel, elle est ici, on va sûrement la rencontrer quelque part. Bonjour, je m'appelle Clémentine. Bonjour Clémentine, alors ça tombe bien que je vous rencontre parce qu'on m'a dit que je pouvais faire du ski ici. Oui, tout à fait. Le C'est ski, vrai c'est par là-bas, et vous voyez, Indoor Skydiving. Je vous présente Sabri. Ouais. Ah ben c'est super impressionnant. Oui, Et vous on voulez peut faire essayer? ça? Bon, on y va avec plaisir. Allez, c'est parti. Armel qui décidément ne renonce à aucun défi pour les ambassadeurs. Défis qui ont sans doute nécessitent une tenue adéquate. Waouh! Voilà où ça se passe. Voici Voici la soufflerie. Elle est accessible à partir de quel âge? À partir de 4 ans. 4 ans, Ouais. on peut voler. Et oui, on peut Incroyable. faire voler des enfants, on peut faire voler des personnes plus âgées, on peut même faire voler des personnes handicapées. Et alors quand on a le vertige? Normalement, vous n'allez pas le ressentir. Comme on n'a pas de point fixe au sol, normalement, on ne ressent pas le vertige. Puis il faut se dire, vous allez voler à hauteur d'homme. Donc, Je vous tant fais qu'on regardait confiance, hein. devant, ça devrait Alors, je suis très honorée de voler avec vous, Clémentine, parce qu'entre-temps, j'entends que vous êtes championne du monde. Tout à fait, fraîchement. Fraîchement championne du monde de skydiving. De skydiving, indoor skydiving, donc ce que vous allez faire aujourd'hui, Oui. et de saut d'avion aussi. Outdoor aussi. Outdoor aussi. Vous volez à 4 ou toute seule? À 4. À 4 personnes, voilà. Donc en soufflerie, on est 4 personnes à l'intérieur à faire des figures, à plat ventre, comme vous allez apprendre à faire aujourd'hui. Et en saut d'avion, on est à 4 performeurs, donc 4 personnes, plus un vidéoman qui saute avec nous pour pouvoir nous filmer. Je suis très impressionnée, je vous suis, Voilà. je fais confiance. Donc on va devoir communiquer avec des signes. Il va y avoir 3 signes importants à reconnaître. Le premier, ça va être celui-ci. Ça représente vos jambes. Si vous voyez ceci, ça veut dire que vous êtes en train de voler avec les jambes trop pliées, que c'est pas bon, et que du coup, il va falloir les tendre un petit peu plus. Mais attention, si les jambes sont trop tendues, c'est pas bon non plus. Peut-être qu'il va falloir les plier un petit peu. Le deuxième,
Comme les surfeurs. Relax, chill. Ça veut dire voilà, on le fait presque à tous les vols, c'est normal. Et quand on vient avec le public, on a quoi, droit à une session de quoi, 15 minutes avec des entrées? Le pack minimal, c'est 2 fois 1 minute de vol. C'est ça. En fonction de la taille du groupe, les personnes vont partager le temps et vont alterner entre elles. Voilà. Prête, hein? On y va? Allez. C'est aventurier quand même, hein? Ah, c'est super, votre solution, elle est très très bien. Ah, vous êtes gentille, Clémentine. J'ai eu beaucoup de pensées émues pour vous et tous les aventuriers qui l'ont fait dans les airs en sautant d'un avion. J'ai trouvé ça incroyable. Merci, Clémentine, merci beaucoup. Ça va? Oh là là, il faut que je m'en remette. Et tu nous as vu, Guy, tu as vu ça? Diplôme, Bah oui, ça se mérite. Oh là là, je suis très fière. Bluffé, c'est impressionnant. Je ne le referai qu'avec Clémentine. Ah, Je d'accord. confirme, parce que c'est terriblement impressionnant. Oui. C'est une des choses les plus époustouflantes que j'ai dû faire. Et puis alors la soufflerie, là, le kilométrage. 177 Ah ouais, moi j'ai km/h. plus affiché, et puis d'un coup. Quand on est monté ensemble, c'était presque 200 km/h. Oh là là, ne me dites pas ça. Si, bah moi j'ai eu le temps déjà. Le ski. Oui, bah bien, c'est comme je l'espérais. L'idéal pour se remettre en forme et pouvoir faire grandeur nature. Ça rend confiance, c'est important. Hein. Oui, c'est important. Voilà. Merci de nous l'avoir rendu entier. Allez. C'était pas gagné, mais on a réussi. Bon, Merci. bonne journée, on se voit tout à l'heure, Guy. Mais il est temps de retrouver Jean-Phi à la recherche du produit indispensable pour sa recette, le jet de houblon. Le voici à Warneton où se nichent 13 hectares de houblonnières. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Spécialiste du houblon alors? Oui. On fait les cultures du houblon et maintenant le boulot ça commence un petit peu quand on fait les jets de houblon. Ah oui, les jets aussi. Et c'est ça que tu cherches. Mais maintenant ça commence toujours autour de Saint-Valentin. Ok. Il y a des gens qui aiment bien se manger et qui demandent après ça. Il faut me montrer ça alors, parce que je ne connais pas du tout. On va regarder, on va tout préparer, on va aller sur le champ et après je vais tout montrer comment ça marche. Allez, on y va faire ça. Allez. Le houblon que cultive Luc Lagache est principalement destiné à la production brassicole, mais aussi aux restaurateurs, car les premiers jets de houblon qui poussent dans la terre, sur la racine de la plante, sont très appréciés des gastronomes. On les appelle ici la truffe blanche. Voilà, c'est le garçon et ma madame, il est déjà occupé. C'est à la main qu'il se récolte. Un travail ardu. C'est très beau. On va faire tirer. On tire cette fois. Ça, c'est une jet de houblon. Ici, on ramasse un peu de terre. Je dois faire goûter ça. Ça, c'est pure nature. Pure nature. C'est quel goût? C'est très fin. Hein. Un peu noisette crue comme ça. Voilà. Allez, le garçon, il va rouler maintenant. Et après, on va commencer. D'accord, le ramassage. Ramasser. Et maintenant, je vais vous montrer. Oui. Et tout que tu vois, tu ramasses. Et après, tu peux pas taper au-dessus, toujours au-dessous. Ah oui, pour ne pas les abîmer. Voilà, ok. Le petit aussi, on va jouer. Ok. Comme ça, tu ne vas pas rigoler. Ok. Et maintenant, voilà, tu ramasses. Okay. Ah non, non, pas toucher. Non. Avec le tel, il faut le mettre en seau. Parce que madame, il va laver ça après. Parce que quand tu frottes, ça devient brun. Tu vois, tu vas au-dessous avec ta main et tout lever. Ok. Ça, c'est pour pas casser. Pas casser les têtes. Okay. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la truffe blanche La truffe blanche? Oui. Ça, c'est quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de travail autour. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes, allez. C'est le premier légume. Et c'est tout à fait naturel. Et combien ça coûte plus ou moins un kilo de houblon comme ça? Ben, le prix maintenant, c'est assez cher parce qu'il n'y en a presque pas. Hein. Ah ouais, c'est autour de 130 €, 130, 40. 130, 140 € le kilo. Tu vois le temps que ça prend pour le ramasser. Oui, oui. Ici, il n'y a presque rien. Hein. La terre qui produit aujourd'hui du houblon fut jadis le lieu de dramatiques combats pendant la Première Guerre mondiale.
Nous voici sur le site du mémorial britannique édifié le long de la route Ploegstert, Ypres. La commune compte une vingtaine de cimetières où reposent les soldats du Commonwealth, tombés lors de la Grande Guerre. Les stèles et les tombes que nous voyons ici sont les tombes en fait des soldats qui sont décédés pendant la Première Guerre mondiale ici sur le site de Ploegstert et qui ont été enterrés le plus proche possible de l'endroit où ils étaient tombés, où ils sont décédés. C'est ainsi que les stèles sont toutes identiques pour essayer de ne pas faire de différenciation entre les soldats, entre les différents grades et entre les différents pays du Commonwealth. Ce lieu de mémoire, inauguré en 1931 par le duc de Brabant, futur Léopold III, est l'un des sites de mémoire majeurs de l'entité de Comines-Warneton. L'un des plus visités aussi par les familles des victimes. Le Commonwealth a voulu marquer le coup en inscrivant tous les noms de ces soldats dont on n'a pas retrouvé le corps sur les différents panneaux. Et dans le mémorial de Ploegstert, il y a ici 11 447 noms inscrits sur les murs de ce mémorial. Deux lions sculptés dans la pierre y ont été placés pour évoquer la guerre. Le premier, qui grogne, regarde le front, tandis que le second, qui est calme, évoque la paix. Tous deux regardent dans la direction d'un autre site majeur, celui de la trêve de Noël. Entre Messines et Ploegstert, il y avait bien sûr les tranchées allemandes d'un côté et les tranchées des Alliés de l'autre côté, avec au milieu un no man's land, un territoire à personne. Et comme les tranchées étaient parfois distantes de peu de mètres, en période calme et quand il n'y avait pas de vent, effectivement, on pouvait parfois entendre la mélodie, les chants qui étaient chantés de l'autre côté. En décembre 1914, eh bien, de part et d'autre, l'ordre a été donné de ne pas tirer. Et par la suite, eh bien, il y a eu peut-être quelques échanges aussi de cigarettes, de biens, et un match de football, mais c'était peut-être un match sommaire, c'est joué ici sur le territoire. La guerre a laissé bien des traces dans la région, y compris dans le centre de Comines. Nous voici devant le musée de la rubannerie, où Guy Lemaire est attendu. Bonjour Guy. Bonjour Olivier Clinck-Bailly, conservateur de ce musée de la rubannerie qui existe depuis presque 35 ans à Comines. C'est un superbe bruit, c'est mieux quand vous l'arrêtez pour la conversation. Mais... On m'avait bien dit qu'à Comines, on avait l'esprit de contradiction. On a vu c'est moi. C'est pas grave. Merci, mais quel accueil quand même. Oh là là. Je crois savoir en quoi vous êtes habillé ces temps. Marmouzet Guy. Qui est quoi en réalité? Alors Marmouzet, c'est l'apprenti rubanier. C'est le surnom qu'on donnait aux jeunes tout petits qui étaient dans la rubannerie. Et puis c'est devenu par extension le surnom qu'on a donné à tous les apprentis puis les ouvriers rubaniers. Oui, mais c'est une pièce de métier au départ. Je vois que vous connaissez bien le tissage. J'ai vu mes notes. Absolument. Regardez, c'est ceci, c'est ce qu'on appelle la marionnette ou le chasse-navette. Dans d'autres régions, c'est la plus petite pièce du métier à tisser. Ici, c'est celle qui permet de donner l'impulsion pour faire valser les navettes de gauche à droite. Ce métier, par exemple, il date de quand? Il date de la seconde moitié du 19e siècle. Et la tradition de la rubannerie à Comines, elle a 850 ans. Elle. Absolument. Alors, elle monte quasiment à 1150 après Jésus-Christ, avec une spécialisation vers les années 1391. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné... Et en quoi? Justement parce qu'en 1391, le roi Charles VI interdit aux drapiers cominois de faire des pièces de grande dimension. Les drapiers lui répondent qu'ils ne sont pas d'accord, mais qu'il y a une tradition, le tissu plus étroit. Car le drap et le ruban, c'est la même chose, c'est simplement une question de largeur. Au-delà de 33 cm, on parlera de pièces d'étoffe, en dessous de ruban, tout simplement. C'est quand même impressionnant. Ça va faire vivre des milliers de personnes dans la région. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui va conditionner le plein emploi textile jusqu'en 1976 inclus. C'était dur comme travail? C'était un travail dur et qui n'était pas tellement bien payé par rapport à d'autres régions comme la région de Saint-Étienne en France, où l'on travaillait la soie, qui elle était beaucoup plus rémunératrice. Mais on l'a exporté quand même largement. Ah oui, Comines était la capitale mondiale du ruban utilitaire au tournant des 19e et 20e siècles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 400 millions de mètres de ruban produits
à partir de Comines. Ça doit être beaucoup. J'ai du mal à me représenter. Ah oui, c'est énorme. Alors, c'est la seule machine du musée qui fonctionne? Non, elles fonctionnent toutes. On est un musée vivant et on met un point d'honneur à faire fonctionner nos machines pour tous nos visiteurs. Vous voulez que je vous en montre une? J'aime La beaucoup. plus emblématique d'entre elles? Allez, venez, Guy. On la doit à qui, alors, cette machine? Alors, cette machine, elle est due à un certain monsieur Masson. Et ce monsieur Masson avait une double qualité. Il était à la fois ébéniste, mais il était aussi rubanier. Et il s'est rendu compte de deux petites innovations. D'abord sur les métiers qui nous sont arrivés après la Première Guerre mondiale, puisque Comines a été ruinée à 98%. Les métiers qui étaient fournis par l'Allemagne avaient un bâti en fonte, ce qui était beaucoup plus facile à produire, beaucoup moins cher que le bois. Il s'est rendu compte que la marque n'était pas déposée en Belgique, ni pour le reste de l'Europe. Il l'a fait d'un métier allemand. On est passé à un métier maçon, Comines, et puis Louis Masson et ses frères, Comines, et puis ses fils. Et on a inondé le monde entier. Mais il ne s'est pas arrêté là, Guy, parce qu'il a créé cette petite merveille de technologie. Vous voulez que je vous montre comment ça fonctionne? Oui. Et on en reparle après. Alors effectivement, ça fait beaucoup de bruit, mais ça a été révolutionnaire parce que sur ce type de métier, on peut doubler la production. Sur les métiers traditionnels, la navette a besoin d'un espace égal à elle-même pour se mouvoir selon une course horizontale. Ici, en la déplaçant via une course semi-circulaire, on gagne de l'espace et vogue la galère. Et on fabrique toujours là-dessus du ruban utilitaire, mais qu'est-ce que c'est au juste? Ah, le ruban utilitaire, Guy, eh bien vous en avez sur vous. Vos lacets de chaussures, l'élastique de votre slip, si vous en portez un toutefois, les bords de votre pantalon, On parlait d'élastique. la ceinture de sécurité, ce sont des lacets et des éléments utilitaires. Les tirants aussi pour les bottes ou les grandes chaussures, ce sont des rubans utilitaires. Et vous fournissez, je sais pas moi, toutes les maisons communales et toutes les mairies de France. Presque, absolument. Et d'ailleurs, il y a une petite particularité, savez-vous que sur ce type de métier a été réalisé en 1992 le ruban qui a récompensé les athlètes aux Jeux Olympiques d'Albertville. Oui, donc c'est la preuve que la réputation était encore bien installée, quoi. Ah oui, tout à fait. Et elle l'est encore aujourd'hui. Oui, même si l'industrie en elle-même a largement périclité. Tout à fait, voilà. Mais on est revenu vers des produits de qualité, des produits de niche, qui aujourd'hui se retrouvent dans le monde entier. Nous poursuivons dans un instant la découverte de Comines, en compagnie de Guy, Jean-Phi et Armel, avec de belles rencontres au programme. A tout de suite. Nous sommes toujours au musée de la rubannerie de Comines, où Guy Lemaire n'est pas au bout de ses découvertes. Ah oui, ce sont de curieux volets, ça. Hein, Ah, absolument. Non, mais c'est ce que je pense. Oui, c'est une fermeture à glissière, une fermeture éclair. Le rapport direct avec la rubannerie? C'est pas compliqué. Il y a eu une famille qui s'appelait Bonduel, Clovier, qui a racheté une marque française normande qui s'appelait Éclair. Et du coup, c'est devenu belge. La fermeture éclair? Oui, la fermeture éclair. Ah, bah j'ai bien fait de venir, moi. Ah, Ouais, bah oui, je oui. partirais moins sot, moins ignorant. Et la rubannerie aujourd'hui à Comines, Belgique, c'est plus rien. Il n'y a plus grand-chose, non, malheureusement. Mais du côté français, par contre, ça tourne à plein régime et dans des produits de niche tout à fait extraordinaires. Par exemple? La ceinture de sécurité, les suspentes, c'est-à-dire les petits cordonnets pour les parachutes, mais aussi, imaginons que vous commettiez un délit. Non. Eh bien, figurez-vous qu'on emploiera pour remédier à ce problème un ruban. Ça frise l'art contemporain, cette affaire. Hein. Eh bien, vous avez ici un exemple de menottes textiles à usage unique, créé dans les années 1980 chez CG Capel, pour éviter la transmission de virus de style VIH. À l'époque, avec les menottes en métal, on risquait de se blesser, de blesser des bactéries, avec les menottes en plastique aussi. Et Monsieur Emmanuel Sigier a eu l'idée de réaliser ce genre d'éléments en textile. Je vais pas essayer le monde. Mais on va continuer à se réinventer comme ça, ou bien c'est quand même la fin de la rubannerie? Non, c'est pas la fin. Non. Vous savez, il y a un certain acteur anglais qui fait vibrer nos charmantes épouses et notre ami avec son fameux One House. Mais ce qu'il ne dit pas, ce grand coquin, c'est qu'à l'intérieur des capsules de sa marque de café, il y a un petit ruban micro-perforé intelligent
Il va vous délivrer la bonne pression selon le type de boisson. Eh bien, figurez-vous, Guy, que ça a été inventé, que c'est développé et encore aujourd'hui réalisé à Comines. Ben, bravo. Eh ben, oui. L'avenir nous appartient. Ah ben je pense, hein. Oui. On a une tradition ici au musée de la rubannerie cominoise, c'est que tous nos visiteurs repartent avec un petit ruban qu'ils ont vu tisser devant leurs yeux. Et je ne faillerai pas à la tradition en vous offrant le fameux souvenir du musée de la rubannerie cominoise, voilà, que l'on peut par exemple nouer au poignet. Ah, c'est super. C'est très tendance, et pour que ce soit encore plus beau, hop, je vais vous enlever la partie disgracieuse. Et voilà, et comme ça vous repartez avec quelque chose de 100% made in Comines, ce qui change un peu du made in C'est China. quand même un peu plus de gueule que ce qu'on voit dans d'autres manifestations. On parle oui. du plastique. Hein. Absolument. Et donc, puis il y a l'aspect humain derrière, Guy. On parlait de l'avenir, ben voilà encore un avenir pour le ruban de Comines. Absolument. Merci Marmouzet. Merci Olivier. Olivier. Avec un grand plaisir. Gagnons à présent la campagne. Nous voici dans le cadre bucolique et champêtre du restaurant sélectionné par Jean-Phi. Ah, bonjour Jean-Phi. Oui, comment ça va? Ça va bien et toi? Mais très bien, écoute, J'attendais merci ta visite. beaucoup de me recevoir dans ton restaurant. Voilà. Et ça fait C'est longtemps par que t'es ouvert ici? Ouais, ça fait 18 ans maintenant. Ah ouais, Ouais. c'est très connu dans la région, tout le monde m'en a Oui, parlé. ça commence. Oui. Aujourd'hui, je vais cuisiner la truffe blanche de Comines, les jets de houblon. Alors, c'est très rare de pouvoir en avoir. En plus, je l'ai cueilli tout à l'heure. Ils sont juste terribles. Je vais les cuisiner avec la bière Baptiste, qui vient aussi de la région, un petit peu de crème. Je vais accompagner mes jets de houblon avec des œufs pochés. C'est vraiment une association qui marche super bien. Une petite huile craquante pour amener justement ce craquant qui va manquer dans ma recette. Et une petite sauce mousseline, c'est un très grand classique. Alors pour la sauce mousseline, je vais utiliser des œufs, du beurre, beaucoup de beurre, de la crème, et je vais mettre un tout petit peu de vin blanc. Bon, le vin blanc, Armel, c'est toi qui me l'apportes. Par chance, Comines possède en effet un vignoble, et comme souvent, il est l'œuvre d'un passionné. Bon à savoir, le vignoble se visite, mais uniquement par des groupes et sur réservation. Bonjour, vous êtes Johan. Absolument. C'est la bonne prononciation? Oui, Jordan pour les francophones et les flamands m'appellent Johan, mais bon, vous avez le choix. On m'a dit que vous aviez un merveilleux vin. Oui, j'ai préparé quelque chose pour vous. Ah, Voilà, merci, s'il vous plaît. merci. La ferme bleue. C'est Le votre vin, maison. Oui, absolument. On ne peut pas la rater, hein. Elle est superbe. Merci. Elle a une jolie histoire, j'imagine. Oui, je vais vous la raconter si vous voulez. Elle est ravissante, hein. Oui, merci. C'est la maison où vous êtes né ou vous l'avez acquise sur le tard? Ben, je suis né ici, donc c'était la ferme de mes parents. Mes parents étaient petits agriculteurs. Et du temps de mes parents, on habitait là, donc du côté droit, un petit espace, évidemment. Donc, auparavant, les gens habitaient dans des espaces plus réduits. Plus disons. réduit. Et qu'est-ce qu'ils cultivaient, vos parents? Mes parents avaient plusieurs sortes de cultures, mais la culture principale était le tabac. Ah bon? Oui, c'était le tabac qui rapportait le plus. Ah, j'ignorais qu'on Oui, en oui. trouvait pas Mon père ici. disait toujours que le tabac rapportait 3 fois plus que la seconde culture en rapport, qui était le blé. Et alors vous vous êtes recyclé avec des vignobles, j'imagine? Oui, moi j'ai planté un vignoble en 2000, donc voilà. Ah, alors voilà ce joli petit vignoble de la ferme bleue. Il occupe quelle superficie? Oh, il fait à peu près 2500 mètres carrés. C'est beaucoup de travail, bien que ce soit un petit vignoble, mais c'est quand même beaucoup de travail. J'imagine, on s'en rend compte. Vous êtes sur quel type de cépage? C'est un cépage blanc, je fais avec ce cépage du vin blanc, bien sûr, oui. C'est un vin proche du Riesling? Oui, c'est un cépage voisin du Riesling. C'est un vin qui a une bonne petite acidité, mais il est également un peu fruité, et, chose très importante, je crois, c'est qu'il se bonifie quelques années en bouteille. C'est bien, je vais Comme le pouvoir Riesling. fumer auprès de Jean-Phi, que je dois rejoindre avec cette bouteille. Et puis je retiens, hein, acidité et fruité, c'est ça. Oui. Et il bonifie en vieillissant. Top, Oui. top, top. Sur ce, retour auprès de Jean-Phi. Mais où en est-il? On va d'abord le goûter quand même. Hein. Parfait. Armel, merci beaucoup. Et santé. Hein. Alors, je vais tout de suite commencer par mon appareil à tuiles. Alors, ce sont des tuiles qui vont être très craquantes et c'est très facile à faire. 100 g d'eau, 100 g d'huile. Ici, c'est de l'huile de pépins de raisin. On peut utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile d'arachide. Et 30 g de farine. Et je mélange. Et en fait, une fois dans la poêle, l'huile va se dissocier de l'eau et on va avoir une tuile qui va être tout alvéolée. C'est très joli. On peut également, si on veut, ajouter dedans de l'ambre de sèche
ou une épice, du curry, donc on va changer la couleur de la cuisine. Voilà, là les alvéoles se font, on va la laisser cuire. Une fois que ça arrête de faire des petites bulles, on la met sur un papier essuie-tout, c'est prêt. Ma sauce mousseline, 2 jaunes d'œufs. Je vais ajouter un peu de vin blanc. Normalement on met de l'eau, mais je trouve que ça donne un petit goût avec le vin blanc. Voilà, plus ou moins 1 cuillère à soupe par jaune d'œuf. Je vais commencer à l'émulsionner à froid. Donc on va faire une petite mousse, comme un sabayon en fait, ou comme quand on fait une béarnaise. Voilà. On va venir faire l'émulsion avec le beurre, une fois que j'aurai cuit ma préparation. Et pour l'alléger, en dernier, je vais ajouter un peu de crème montée. Je vais prendre 2 décilitres de crème fraîche, plus ou moins. Là, que je vais monter à 3/4. Alors la crème est quasi bonne, on voit, ça commence à solidifier, on voit les traits du fouet, mais elle est encore un peu liquide. Je vais pouvoir passer à la cuisson de la sauce mousseline. Donc là c'est bien émulsionné, je vais me mettre sur le bord du fourneau et je vais faire chauffer doucement. Je vais ajouter mon beurre petit à petit, tout en fouettant, comme si je faisais une mayonnaise. Et pour terminer, ma crème fouettée. Voilà, on va avoir quelque chose de très onctueux. Alors, les jets de houblon, je vais simplement les mettre dans une poêle avec un peu de bière, la laisser réduire pour qu'elle perde son côté alcoolisé, et crémer. Sel, poivre, bien sûr. Maintenant, je vais passer à la cuisson de mes œufs. Alors, ça va se faire en 3 fois, en 3 parties. Donc, d'abord, on va le casser dans un petit ramequin, œuf par œuf. Ensuite, je vais le plonger dans de l'eau avec un peu de vinaigre blanc dedans. On ne peut pas mettre de sel, parce que le sel, ça empêcherait le blanc d'œuf de coaguler. À côté de ma casserole, je vais mettre un grand bol d'eau tiède avec du sel. Comme ça, ça va permettre, 1, de stopper la cuisson de l'œuf, et 2, de l'assaisonner. Je vais créer un petit tourbillon. Ça va aider le blanc à entourer le jaune au moment où je vais le plonger. Hop, voilà. Là, on voit que le blanc commence à coaguler. Maintenant, il va falloir plus ou moins 3 minutes pour que ce soit cuit. Comme ça, le blanc sera dur, mais le jaune sera encore bien coulant à l'intérieur. Pour le dressage, je vais commencer avec une belle cuillère de jet de houblon dans le fond de l'assiette. Un peu de crème. Je vais venir placer un œuf. Une petite tuile. Et je termine avec une cuillère de mousseline sur l'œuf et sur le côté. Ajoutons que le jet de houblon est un produit particulièrement prisé en Flandre, où il n'est à la carte des restaurants gastronomiques que quelques semaines par an. Mais ne serait-ce pas Martin, le guide nature, qui arrive, suivi par d'autres invités? Bon, Jean-Philippe, je te donne un coup de main, hein. Je prends de la Oh là là. Bah écoute, j'essaye. Hein. Ça devient sympathique. Oh, ça a l'air trop bon. Qu'est-ce que c'est? Alors. Qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que vous avez préparé? Ah non, moi j'ai rien fait aujourd'hui. Il m'a juste prêté sa cuisine. Christophe, je suis sûre que vous avez mis la main à la pâte, plus que ça. J'ai fait des jets de houblon. Oui. Voilà, jets de houblon à la batiste. J'ai mis un œuf poché, une petite huile craquante et une sauce mousseline. C'est pas mal. J'ai laissé traîner ma cuillère. Et moi j'ai mis la fleur de sel. Voilà. Ah, la touche finale. Mais parfois, on ne peut pas se passer de la touche finale. Hein. Ah non, mais c'est hyper important. Ah, nos premiers invités sont là. Il a senti l'odeur. Bonjour. Ah bah vous arrivez à point, Olivier est là. Ah bah on dirait que tu l'as senti. J'ai mes informateurs. Vous voulez travailler en cuisine parfois, mais j'ai de houblon? Oui, Oui. mais c'est vrai que la saison est très courte, hein, donc c'est juste 3-4 semaines. Donc voilà, comme ça, en plat, en surprise du chef, on va dire. Il ne faut pas les louper, hein. Il ne faut pas être aux Bahamas la semaine où on en produit, parce qu'il n'y en a pas toute l'année. Hein. Mais Annie est là, suivie de Véronique. Annie m'a offert une visite extraordinaire de la ville. Alors regardez ce qu'on a pour vous accueillir, Annie. Oh, mais c'est sympa, dites. Alors, c'est ceci. Bon, et Luc et Gerda qui sont là. Ils sont fantastiques, hein, vos jets de houblon. C'est une merveille. Hein. Je vous félicite parce que j'ai appris que c'était avec vos mains nues que vous alliez les ramasser dans la terre. Oui, c'est vrai. Ah, et Slava et Antoine nous rejoignent, alors. Vous êtes remis? Bon produit. Alors, regardez.
ce que Jean-Philippe nous a préparé. Voilà. Je vous donne ceci. Petite serviette. Et Johan, accompagné de son épouse. Johan, formidable. Mais c'est gentil de venir nous rejoindre. Alors, votre vin est dedans. Jean-Philippe, tu confirmes? Oui. Bon, je donne une petite serviette. Voilà. Ouh là là, ça n'arrête pas. Il y a du monde ici. Quand il n'y en a plus, il y en a encore à Comines, tout ce qu'on dit. Et alors, je voudrais saluer aussi Marthe qui nous reçoit chez elle, qui est l'épouse de Christophe. Merci. Ce qu'on peut dire, Jean-Philippe, c'est qu'à Comines, on a le sens de la convivialité. Ah oui. Et du terroir aussi. On met la main dans la terre et ça fait du bien. Vous pourrez retrouver cette émission sur Ovio, découvrir ses compléments sur Facebook. Je salue les Cominois et leur chaleur et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Merci à tous. Et si vous souhaitez prolonger votre visite de la région cominoise, ne manquez pas à 2 pas du mémorial britannique Plug Street 1418 Expérience, le centre d'interprétation interactif axé sur la vie des soldats et de la population civile pendant la Première Guerre mondiale. Autre découverte, le moulin Zout, c'est l'un des derniers moulins à vent sur pivot de la province du Hainaut. Pour tout renseignement, contactez l'Office du tourisme de Comines-Warneton. Et pour tous les bons plans Wallonie, n'oubliez pas le site de notre partenaire walloniebelgiquetourisme.be. À la semaine prochaine. Ah, c'est moi. Ah bon. J'arrête. Oh, mais c'est quand même le goûter, hein? La gastronomie a été un truc de vieux. C'était, je pense, l'endroit où on mangeait le moins bien au monde. Et là, je me suis pris un pied monstrueux à manger ça. J'aime bien manger, mais j'en fais pas tout simple. Salatou. Oubliez tout ce qu'on nous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude.